Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Ravi de vous rencontrer et ravi de vous recevoir dans cet endroit magnifique, les Archives nationales. C'est un lieu que vous rêviez de visiter seul? Oui, effectivement, oui. Sans nous? Sans vous, mais j'en suis désolé, mais j'aime bien cette idée de découvrir seul, de me perdre un petit peu dans le labyrinthe, de découvrir, de tâter aussi, de toucher. Sans les policiers aussi qui vous accompagnent et qui assurent votre protection? Les policiers, bon, c'est un détail, mais bon. C'est un détail. Et de toute façon, c'est vrai qu'ils sont extrêmement discrets. C'est ici un lieu chargé de sens, un lieu chargé de mémoire. C'est pour vous, vivre écrasé sous le poids du passé d'être ici, ou c'est au contraire un témoignage de quelque chose d'important qui constitue une nation? Moi, je ne me sens pas écrasé, au contraire, c'est exaltant pour moi, Algérien qui n'a pas accès aux archives de son propre pays. Donc là, je cherche un autre mot qu'impressionné, mais je n'en trouve pas. On va déambuler dans ces archives nationales. Vous avez publié Mes indépendances, c'est un recueil important sur lequel on va revenir. Plus de 180 de vos chroniques dans le quotidien d'Oran. C'est une certaine manière d'archiver aussi votre travail, d'archiver aussi un état de votre perception de l'Algérie moderne. Dans le Maghreb, en règle générale, et dans le monde dit arabe, les champs éditoriaux ne sont pas vastes. C'est-à-dire, où peut-on réfléchir la mort, la sexualité, le philosophique, etc. Donc, mis à part la chronique, il n'y a pas de champs éditoriaux, des espaces publics accessibles à la réflexion, ouverts à la réflexion. Donc, la chronique, c'était un petit peu vraiment la chapelle ardente du journalisme et de l'exercice des convictions. Elle est ardente et il y a une forme d'urgence et il y a une volonté de saisir le présent dans vos chroniques. On va y revenir tout à l'heure. Il y a ici quelques documents absolument exceptionnels que j'avais envie de vous montrer, sur lesquels on va réfléchir, dont j'espère qu'ils vont vous inspirer. On va continuer notre pérégrination, notre promenade dans ces archives nationales. Kamel Daoud. Ah bah avec plaisir. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne sait pas comment c'est rangé. Il doit y avoir une science pour retrouver les documents. Je pense que l'idée de l'archive est née aussi avec l'idée de l'ordre, c'est-à-dire ordonner. La classification. Classifier, ordonner, lutter contre le monde sauvage. C'est faire passer les cris de la jungle aux eaux. Oui. On arrive, Kamel Daoud, dans ce qu'on appelle la salle du trésor des chartes. C'est ici que se trouve l'armoire de fer qui est derrière ces portes-là, ces portes à double battant. C'est là que tous les documents les plus précieux de la République sont conservés. D'accord. Et elle est évidemment fermée à double tour, mais il y a quelques-uns des trésors qu'on peut voir ici exposés qui sont là pour nous. J'aimerais vous les montrer. On va démarrer avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette déclaration où les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, déclarent les droits inaliénables et sacrés de l'homme? J'aimerais le vivre comme quelque chose vers laquelle on tend. Ce n'est pas uniquement un texte, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans la vision du futur, dans l'esprit des lois que j'aimerais défendre, que j'aimerais vivre et que j'aimerais construire un petit peu dans mon propre pays. Donc c'est quelque chose de fondamental. Je n'aime pas qu'on moque ce texte, il est important. Vous, votre liberté de journaliste, de chroniqueur, comme d'autres de votre génération, on ne vous l'a pas donnée. Non, je n'aime pas cette attitude qui... souvent, on me pose la question, oui, mais Kamel Daoud, vous exercez un droit de liberté. On ne me l'a pas donné. La liberté, ça se défend. La tendance naturelle... Ça se conquiert. Bien sûr, la tendance naturelle, c'est quand on vous en prive de la liberté, parce que vous dérangez, parce que vous affirmez quelque chose, vous êtes vivant, vous êtes mortel. Donc la liberté ne s'offre pas. En Algérie, par exemple, ou même au Maghreb, dans les autres pays, on me dit, mais comment vous avez osé écrire ça? Oui. Mais parce que personne n'a essayé de le faire. Mais parce qu'il faut du courage, Kamel Daoud. Je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de baisser les yeux devant quelqu'un d'autre. Ça, je ne le comprends pas, je ne l'admets pas. Parce qu'il possède la vérité, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est blanc, parce qu'il est rose, parce qu'il est plus riche, je ne comprends pas. Parce qu'il a une longue barbe? Oui, on est tous égaux par la mort. Ça, c'est du vrai socialisme. Le cimetière, c'est du vrai socialisme. Donc autant exercer un petit peu le reste de son vivant. Kamel Daoud, on va voir un autre texte extrêmement important qui est constitutif de la République française. C'est la loi de 1882 sur l'instruction publique, sur l'enseignement obligatoire, ce qu'on appelle les lois Ferry, à savoir instruction obligatoire, enseignement public laïque, école gratuite. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est tout l'enjeu de l'avenir. En Algérie ou ailleurs dans le monde dit arabe, l'enjeu c'est l'école. C'est là où les islamistes essayent d'avoir du pouvoir, d'avoir même mise. Parce que l'enjeu, il est là. Il ne s'agit pas de faire élire un islamiste maintenant, mais c'est de le fabriquer pour l'avenir. Parce qu'on ne naît pas islamiste, on le devient. Et on le devient parce qu'il y a des institutions qui le forment. Et pour le moment, l'enjeu de l'école est énorme dans nos géographies. Et je pense même ici en France et en Occident. Vous êtes né dans un petit village. Chez vous, il y avait peu de livres.
Et pourtant, vous avez lu beaucoup dans votre enfance. J'ai lu ce que je pouvais trouver, c'est-à-dire des livres à moitié déchirés, des livres sans couverture, des livres qui n'avaient pas de nom d'auteur. J'ai découvert les noms par la suite, des livres dans le désordre, c'est-à-dire tome 2 à 11 ans, tome 3 à 17 ans, tome 1 à 24 ans. J'ai lu des manuels de machines invraisemblables, Des manuels de machines. Exactement, des anciens manuels scolaires, enfin tout ce que je pouvais. L'écrit était en soi important pour moi, et ce qui était horrible, c'est la fin des livres. Je suis un grand relecteur aussi. Je relis beaucoup. Vous n'aimez pas la fin des livres? Non, parce que là, vous arrivez à la fin du livre, c'est la page 300. Et après, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien. Donc vous êtes obligé. Je relis. Oui. Je reprends à zéro. Troisième texte, c'est encore une fois une pierre angulaire de la République française, c'est la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est l'invention de ce qu'on appelle la laïcité à la française. Et vous avez une chronique absolument formidable, vous dites qu'il faut être laïque pour sauver la religion. Cette loi, c'est un sujet, c'est un objet de réflexion pour moi depuis quelques années, parce que je me pose la question, comment le peut-on ? Comment peut-on séparer l'Église de l'État quand on a la mosquée au milieu maintenant? Oui. Comment on peut le faire sans empiéter sur les droits d'autrui, le droit d'avoir une croyance, de défendre une confession? Donc comment peut-on être laïque? Mais en même temps, comment peut-on être laïque? Mais vous dites que les religieux les plus sincères devraient être les plus ardents défenseurs de la laïcité. Je soutiens cette idée parce que une religion, c'est quoi finalement? C'est un choix d'aller rencontrer, de trouver, de croire avoir trouvé un Dieu. Donc, oui. On n'est pas obligé de passer par les urnes. C'est-à-dire, dès que le projet religieux est mêlé au projet politique, ça veut dire qu'il devient un projet politique. C'est-à-dire, on utilise la religion pour accéder au pouvoir. Ça veut dire que la religion, elle devient un prétexte et elle y perd. La religion, je pense, c'est un choix intime. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui se proclame de Dieu a besoin de ma voix et a besoin de me dominer. Je veux dire, la religion, c'est une vocation. Donc, le mieux pour la préserver, c'est de la préserver du politique. Pourquoi est-ce que la laïcité a mauvaise presse en Algérie et ailleurs dans le monde arabe? Le mot laïcité dans le monde dit arabe a été peu à peu confondu avec le mot athée, c'est-à-dire oui, anti-religieux et plus spécifiquement anti-musulman. Donc on se retrouve, disons, en procès d'inquisition, on dit que vous dites « je suis laïque », ça veut dire que vous êtes athée et ça veut dire que vous êtes anti-musulman, alors que moi je voudrais revenir à cette idée que quand je me dis laïque, c'est justement pour préserver l'État, mais pour préserver cette religion-là.